Bonjour. L'Éthiopie à la une, dans les années 70 et 80, c'était d'abord des drames. La famine de 74, la famine de 84, la terreur rouge en 77, plus largement l'époque du deuil à laquelle Fitsum a fait référence tout à l'heure et qui a marqué sa jeunesse et celle de beaucoup d'autres. Cette vision négative de l'Éthiopie a beaucoup marqué les esprits et elle est aujourd'hui encore très présente dans l'esprit des uns et des autres. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et on va voir, je vous propose de faire un petit saut dans le temps et on va voir comment la presse a pu traiter le sujet Éthiopie au 19e et au début du 20e siècle et comment, à un moment donné, la publicité s'est emparée de ce pays qui était rentré, grâce à la presse, qui était rentré un peu dans toutes les chaumières de France, que tout le monde connaissait. Ça faisait donc un bon support de vente. Dans les années 1935-1950, des explorateurs, des commerçants, des scientifiques, des botanistes, des diplomates, des pseudo-diplomates aussi, des escrocs parfois, ont commencé à s'approcher d'abord du royaume de Shoa, et puis plus largement d'autres régions éthiopiennes. Et la presse commence à se faire l'écho de la découverte de ce pays mystérieux, lointain, étrange, que personne ne connaît. Les articles qui paraissent, alors ça c'est un article de 1847 dans l'illustration, les articles qui paraissent pendant cette période donnent une image exotique, la danseuse en haut du pays, et vulgarisent des scènes de vie. Alors ici on n'en voit pas, mais dans ces années-là, on voit des scènes de coiffure, préparation du repas, repas, etc. Mais en 1867, un événement à résonance internationale va propulser l'Éthiopie sur le devant de la scène, en France, mais aussi en Italie, en Angleterre. Et cet événement, il est dû à l'empereur, au roi des rois de l'époque, Théodoros, qui a fait emprisonner dans sa forteresse de Magdala un consul français, Guillaume Lejean, mais surtout un consul anglais. Il ne fallait pas le faire. Le consul anglais s'appelait Cameron. Ça a vexé fortement, évidemment, la couronne anglaise. Et à partir de là, la presse commence à rendre compte du conflit naissant entre Théodoros et l'Empire britannique. Donc voilà une caricature de 67 qui montre l'affrontement qui va avoir lieu. Ça se passera l'année d'après entre Théodoros et puis l'Empire britannique. La presse suit la progression de l'armée des Indes qui se déplace, une partie de l'armée britannique des Indes qui se déplace vers l'Éthiopie. Sir Napier est à la tête de cette armée. Alors, la presse montre un peu les forces en présence. Ici, j'ai choisi de montrer les soldats éthiopiens, évidemment, et pas les troupes anglaises. Mais on montre plus souvent les troupes anglaises dans la presse française. Et l'affaire se termine mal pour Théodoros. La presse suit les combats, l'approche, etc. Et en 1800, Théodoros, pour ne pas tomber aux mains des Anglais, préfère se donner la mort. Et là encore, la presse restitue cet événement. Donc de plus en plus de personnes en France commencent à connaître l'Éthiopie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les journaux ont un tirage très fort et que la seule voie de connaissance, eh bien, c'est la presse écrite. Alors j'ai demandé quelque chose à la personne qui s'occupe des diapos, du coup, ça vous laisse tout le loisir d'admirer, si on peut dire, la dépouille de ce pauvre Théodoros. Oui. Alors, on voit quelque chose qui pourrait ressembler aux pyramides, mais en fait, ce sont des montagnes. C'est la région de Magdala, c'est un peu au sud de Dobre Tabor, c'est une région montagneuse, dans l'arrière-plan. En fait, ce sont des montagnes, mais vous avez raison de poser la question, parce qu'à l'époque, l'Égypte est beaucoup plus connue que l'Éthiopie, et on peut penser que le dessinateur s'est laissé emporter par une réminiscence, ou alors a voulu montrer quelque chose de connu à ses lecteurs. Merci. On enchaîne ?
Voilà, alors le voleur, je précise que c'est le titre de la revue, et c'est pas la personne qui est représentée. La personne qui est représentée, j'essaie d'ouvrir la bouteille en même temps, il me faut des 3 mains. Voilà. La personne qui est représentée, c'est Johannes IV. Johannes IV, c'est le nouveau roi des rois. Alors, à la mort, en 68, à la mort de Théodoros, il y a eu un autre roi des rois, Théclé-Géorghis, mais il n'est pas resté longtemps. Et en 72, c'est Rascassa, qui est le gouverneur du Tigré, le roi du Tigré, qui est couronné roi des rois. Alors, ça, c'est une parution de 84. Johannes a été moins couvert par la presse que ne l'a été Théodoros, tout simplement parce qu'il y avait moins d'événements internationaux pendant son règne, et on verra tout à l'heure que son successeur Ménélique est redevenu un personnage de premier plan pour des raisons politiques. Donc, Théodoros meurt dans un conflit avec les Mahdistes soudanais, il meurt en 1889. Ménélique accède à la dignité de roi des rois, et très rapidement, Ménélique se trouve en butte aux appétits coloniaux italiens. Ce qui a changé entre les années 1830 et 1840 et les années 1890, c'est que dans les années 1890, les pays européens sont rentrés dans la concurrence et dans la course colonie. Et il y a un pays qui est parti un peu en retard, qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est l'Italie. Et il reste le pays en Afrique qui n'a jamais été colonisé par personne, ce pays c'est l'Éthiopie. Donc les Italiens jettent leur dévolu sur l'Éthiopie. Il y a une première bataille, il n'y a pas d'illustration, c'est la bataille de Dogali en 1887. Le roi c'était encore Johannes IV. Les Italiens se sont fait laminer une première fois. Le major Coselli qui commandait ce corps expéditionnaire est mort d'ailleurs. Et en 1895, il y a une grande bataille, la bataille de Amba-Alagi, où les troupes éthiopiennes, emmenées entre autres, parce que ce n'était pas le seul chef de guerre présent par Ras Makonnen, c'est ça là-haut. Voilà, on le voit d'ailleurs représenté flamboyant là, au milieu de ces troupes. Et pour la deuxième fois, les Italiens subissent un revers. Évidemment, c'est la première fois qu'une armée africaine écrase une armée européenne, donc ça a une résonance incroyable à travers l'Europe. Personne ne comprend comment c'est possible, mais ça fait très plaisir en France, parce que chaque fois qu'il arrive quelque chose de mauvais aux Anglais, aux Allemands ou aux Italiens, évidemment, pour la France, c'est plutôt une bonne affaire. Donc il y a une caricature après qui vous montre d'ailleurs le Noël de Crispi, qui était le président du Conseil, le Premier ministre italien, et on voit de la botte italienne, il y a d'ailleurs une gueule de crocodile, sort Ménélique, qui le braque avec un revolver. Peu après la bataille d'Amba-Alagi, les Italiens occupaient la ville de Nakale. Peu après la bataille d'Amba-Alagi, les armées de Ménélique, l'impératrice était présente d'ailleurs, attaquent la ville de Nakale, assiègent la ville. Finalement, les Italiens sont obligés de se rendre. Donc la diapo d'après, c'est la reddition de Nakale, où on voit les troupes italiennes qui quittent piteusement la ville de Nakale. Donc c'est la troisième déconvenue importante pour l'Italie, mais le pire est à venir pour l'Italie, et c'est d'ailleurs la diapo d'après. Voilà. Le 1er mars 1896 a lieu la grande bataille d'Adoua, que tout le monde connaît, un corps expéditionnaire italien, composé en grande partie d'ailleurs d'Ascaris érythréens, marche sur veut traverser l'empire de Ménélique, souhaite arriver jusqu'à Addis Abeba, mais le 1er mars, ces 20 000 Italiens alliés de l'Italie se font écraser par l'armée de Ménélique, les 40 et 50 000 soldats qui battent l'Italie pour la 4e fois à plat de couture. Et à ce moment-là, on le voit, ça s'est passé le 1er mars. À l'époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet, il y a le téléphone, mais bon, sans plus. 6 jours après, Ménélique fait déjà la une du principal journal français qui est l'Illustration à l'époque. Et à partir de ce moment-là, ça va être un peu Ménélique superstar. Il a battu les Italiens, donc c'est un ami de la France.
Le voilà encore. Alors il y a plusieurs diapos là qui évidemment mettent en exergue la prestance de Ménélique. C'est le vainqueur d'Adoua, c'est un futur allié de la France, donc c'est quelqu'un dont il faut absolument, à travers la presse, promouvoir l'image. Ce qui est intéressant, c'est que l'illustration qu'on a vue tout à l'heure tire à 52 000 exemplaires. Le Petit Parisien, on en verra des diapos sur le Petit Parisien, à plus de 2 millions. Il y a énormément de journaux régionaux également qui traitent le sujet. Les gens lisaient beaucoup plus la presse écrite qu'aujourd'hui. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, dans les campagnes françaises, dans les villes, dans les banlieues, tout le monde, ça ne s'appelait pas banlieue à l'époque, tout le monde a entendu parler de Ménélique et a entendu parler de l'Éthiopie. Voilà, ça c'est la signature du traité d'Addis Abeba, dans lequel les Italiens reconnaissent l'indépendance de l'Éthiopie et signent un accord de paix, signifiant par là que désormais ils vont ficher la paix au pays. Malheureusement, vous verrez que la dernière diapo parle de ce qui va se passer en 1935, mais bon, à ce moment-là, c'est un traité de paix. Voilà, toujours 2 ans après, la presse continue de présenter Ménélique en guerrier à la tête de ses troupes, toujours à la bataille d'Adoua. Ça fait 2 ans que ça a eu lieu. Mais la presse, c'est un marronnier, quoi. La presse revient dessus et continue de faire reconnaître ce personnage. Même chose, hein, toujours Ménélique au camp d'Adoua, ça c'est 3 ans après, on voit encore Ménélique à la tête de ses soldats. Il faut imaginer que pour les lecteurs de l'époque, il n'y avait pas de photos encore dans les magazines, ils regardaient Ménélique et ils regardaient les soldats. Et donc l'accoutrement de l'armée éthiopienne choquait les gens. Quand j'ai choqué, les gens ne comprenaient pas comment les Italiens, avec une artillerie, des fusils, les armes les plus modernes de l'époque, s'étaient fait aplatir par des gens avec leurs boucliers, leurs lances, par ces hommes-là. Parallèlement à tout ce qui concernait la bataille d'Adoua, puisque Ménélique est le nouveau super-héros que la France a décidé de promouvoir, la France qui a des arrière-pensées évidemment, elle souhaite l'indépendance de l'Éthiopie, mais elle souhaite avoir des accords préférentiels avec ce pays. Donc il vaut mieux flatter un petit peu celui qui en est le chef d'État. Eh bien, dans la presse commence à être vendue l'image de Ménélique, modernisateur de l'Éthiopie. Alors, il pourrait y avoir des dizaines de diapos, parce que pendant des années, la presse a inondé son public de représentations de la technologie promue par Ménélique dans son pays, le téléphone en particulier. Bon, là, c'est l'arrivée de la première locomotive en Éthiopie en 1898. Le chemin de fer, lui, n'arrivera à 10 qu'en 1917, et 1998, c'est le début des travaux. Mais il y a quand même une locomotive qui avait été importée, d'ailleurs c'est assez rocambolesque, on n'en a pas le temps, à Addis. Et puis, on le voit également se balader en automobile en 1900. Bon, en 1900, tout le monde n'avait pas une automobile. Donc le public français découvrait qu'un empereur africain, chez lui, se baladait en automobile. Donc c'était un homme de progrès. Alors, comble de la célébrité, quand on commence à vous caricaturer, c'est que vous êtes connu et reconnu. Et Ménélique accède aussi aux honneurs de la caricature. Là, on voit la couverture d'un journal satirique, Le Rire, en 1897, et une caricature, bien sûr, de Ménélique. On passe. Alors, Ménélique n'est pas seul à être mis à l'honneur, 99% des articles, des gravures le représentent, mais sa femme également, Taïtou, qui a participé au siège de Makallé, mais qui a participé surtout, qui était présente lors de la bataille d'Adoua. Sa femme aussi est mise à l'honneur dans toute une série de portraits et d'articles. On aurait dû mettre 200 diapos, mais bon, on ne peut pas. Il y a toutes sortes d'articles qui paraissent sur elle et qui en font la première dame d'Éthiopie, et donc, là encore, une figure positive du pays. Preuve que l'Éthiopie devient l'allié de la France et un pays sur lequel elle va miser. Léonce Lagarde, c'est le fondateur de Djibouti, Léonce Lagarde, c'était un des grands diplomates de l'époque.
il est envoyé en personne en Éthiopie, une première fois pour une mission, mais il y sera aussi ministre de France, c'est-à-dire ambassadeur. Et là, on voit son arrivée médiatisée bien sûr par l'illustration. Et là encore, tout le public français peut suivre la qualité des relations entretenues par la France avec ce nouveau pays émergent, le seul pays africain qui a battu une contrée européenne. Ça, c'est le duc Henri d'Orléans qui rend une visite à Addis. Alors, c'est couvert par la presse. C'est marrant parce que Henri d'Orléans était frappé par un arrêté d'exil. Il n'a pas le droit de rentrer en France, donc ce n'est pas une visite officielle. Mais la presse française rend compte quand même de la visite de cet aristocrate français auprès de Ménélique. Le Soleil du Dimanche, c'était une revue aussi, un magazine, pardon, qui était à très très large diffusion. Et ça fait la couverture. 1902, Ménélique n'a jamais quitté l'Éthiopie, jamais allé à l'étranger. Mais en 1902, il a envoyé son cousin au mariage d'Édouard VIII, je crois, ou 7, je ne sais plus, à Londres, et Ras Makonnen, donc, qui était gouverneur du Hararghe, est passé par Paris. Et là, toute sa visite a été couverte par la presse, sa réception par Émile Loubet à l'Élysée. On le montre également sur la diapo d'après en train de se balader dans les rues de Paris. Il y a quelques anecdotes d'ailleurs assez marrantes qui se sont déroulées à Paris, mais si on se revoit après, on les racontera. Et ensuite, il est reçu aux Invalides. Voilà. Donc, Makonnen est reçu en fait comme le premier ministre de l'Éthiopie. Il est le premier représentant du pays à être reçu en grande pompe et officiellement comme un hôte de la France. On passe. Et en 1906, lorsqu'il meurt, il est mort à Kouloubi, je crois. Lorsqu'il meurt, évidemment, la presse française représente ici ses funérailles qui ont lieu en Éthiopie. Mais on n'a pas oublié Makonnen, 4 ans auparavant il était là. Lorsqu'il meurt 4 ans après, la presse se souvient de lui et en reparle. Pour l'anecdote, il y a un pâtissier à Nevers qui existe toujours, qui, pour la venue de Makonnen, a créé un bonbon qui s'appelait le Négus, et qui a créé 2 ans après l'Abyssin, notre bonbon. Donc si vous passez par Nevers, vous pourrez toujours vous payer une boîte de Négus ou une boîte d'Abyssin. C'est toujours produit. 1908, le temps passe, mais de temps en temps, l'Éthiopie se rappelle un peu à la presse française. Donc là, c'est le nouvel ambassadeur qui arrive en Éthiopie. Donc l'illustration, en couverture, là encore, nous continue de nous montrer que les relations sont au fixe entre nos deux pays. C'est aussi un moment où Ménélique commence à vieillir, il est malade. L'année d'après, il va commencer à avoir des premières atteintes, des attaques, il sortira moins de son palais, c'est plus lui qui gouvernera réellement. Donc la presse diffuse un portrait de Ménélique où on voit bien qu'il est vieillissant, mais il est toujours en majesté. Et la grande question, 1910, comme on ne le voit plus, la presse française a dit Ménélique est-il mort? Tout le monde se demande, toute la presse en tout cas, se demande si ce roi qui a défrayé la chronique depuis la bataille d'Adwa est toujours vivant ou s'il est mort. En même temps, on rappelle qu'il y a quand même une impératrice, c'est la diapo d'après, c'est Taïtou qui elle aussi a pris un petit coup de vieux. Mais si la presse la met à la une, c'est parce qu'il y a des querelles de palais et que l'impératrice Taïtou n'est pas étrangère à ce qui est en train de se goupiller dans l'entourage de Ménélique. On passe. 1916, le temps a un petit peu passé, événement de politique intérieure en Éthiopie. Le successeur désigné par Ménélique, c'était son petit-fils, Lidjassou, mais il est renversé en 1916. Et le personnage que l'article là, Lidjassou, il est à gauche. Alors comme il est méchant, on l'a habillé un peu comme un paysan. Méchant pour la presse française, qui avait choisi l'autre parti, c'est celui de Rastafari. Et de l'autre côté, on voit, beau comme un astre et habillé comme un futur roi, Rastafari, qui est le pion de la France en Éthiopie à cette époque-là. Qui est couronnée empereur? C'est une femme, elle devient reine des rois, c'est Zéodetou, la fille de Ménélique,
Et Rastafari Makonnen, qui sera Haïlé Sélassié plus tard, lui, est le régent et l'héritier officiel du trône. Il le sera évidemment lorsque la reine Saouditou disparaîtra. 1924, c'est Rastafari qui vient faire un petit tour d'Europe et qui passe par Paris. Alors là, je n'ai mis qu'une diapo parce que ça fait beaucoup, mais d'un journal en plus qui était à très forte diffusion, un journal catholique, Le Pèlerin, et des dizaines de revues, de journaux ont couvert la visite officielle du régent de l'Empire, c'est-à-dire on sait qu'il va hériter, qu'il va diriger le pays, à Paris. D'autant plus que l'année d'avant, en 1923, l'Éthiopie a été admise à la Société des Nations. Premier et seul pays africain à l'époque à être admise ce qui est aujourd'hui les Nations Unies. Ce qui veut dire que depuis 1923, l'Éthiopie est rentrée dans la cour des grands et est reconnue officiellement comme un État de pleine souveraineté qui peut traiter d'égal à égal avec toutes les nations, elles-mêmes membres de la SDN. 1928, c'est le couronnement d'Haïlé Sélassié, donc c'est un autre journal, le petit journal illustré à forte diffusion. C'est couvert par toute la presse française. C'est toujours Saouditou qui est impératrice, mais Rastafari Makonnen est élevé à la dignité de roi d'Éthiopie. Donc il est Négus d'Éthiopie, mais il n'est pas Négus Sénégast, il n'est pas encore roi des rois. Alors, petit clin d'œil à Addis Abeba, c'est la même année, en 1928, toujours à la une de l'illustration, c'est la pose de la première pierre de la gare d'Addis Abeba, qui sera inaugurée 2 ans après. Et vous voyez que même un fait comme celui-là, qui n'est quand même pas un fait international majeur, mais il est quand même représenté. Il faut dire que le chemin de fer a été conçu en partie, grande partie, par des sociétés françaises. Donc c'est un petit clin d'œil aussi, toujours aux excellentes relations entre l'Éthiopie et la France. 1930, Saouditou est morte. Alors Saouditou, la pauvre, elle avait une espèce de mauvaise grippe, on n'a rien trouvé de mieux pour la soigner que de lui faire tremper dans de l'eau glacée. 2 jours après, elle avait disparu, et c'est bien sûr Rastafari qui devient Haïlé Sélassié Ier. Là, vous avez la couverture de l'illustration, et ça a été un immense événement qui a eu un retentissement dans toute l'Europe. La presse française en a fait ses titres pendant des jours et des jours et des jours. Ça, c'est une petite partie de l'iceberg. Et puis, la dernière de ces diapos, ça clôt la période dont je voulais vous parler, c'est 1935. L'Italie s'est dit que 4 défaites à la fin du 19e, vous ne pouvez pas rester là-dessus. Elle a toujours ses visées coloniales, d'autant que le pouvoir italien, vous savez qui c'était à cette époque-là, et profitant d'un désaccord sur un traité, on va pas rentrer dans les détails, l'Italie déclare la guerre à l'Éthiopie, et là c'est la mobilisation générale, c'est-à-dire que la presse française donne à voir la réaction de l'Éthiopie face à l'agression fasciste. Comme j'ai décidé, pour votre patience a des limites, d'arrêter là, on ne va pas parler de la suite, mais toute la guerre va être couverte, et malheureusement, la presse et le lectorat français vont se diviser. Vous savez que la montée des droites en 1934, 1935 en France, c'était un mouvement très répandu. Donc il y avait des gens qui condamnaient l'Italie en disant que c'était abominable, mais il y en avait aussi qui disaient que c'est un pays qu'il faut civiliser, vive l'Italie et vive Mussolini. Alors l'Éthiopie, ça va aller plus vite. L'Éthiopie, support publicitaire. À partir des années 1850-60, apparaissent les grands magasins, les supermarchés d'aujourd'hui, et la consommation de masse. Donc, qui dit grand magasin, qui dit consommation de masse, dit nécessité, d'une part, d'attirer les clients, et deuxièmement, de les fidéliser. Et pour ça, comme à l'époque, il n'y a pas encore les Internet et compagnie, il y a une nouvelle technique qui date des années 30, mais qui s'est améliorée dans les années 70, c'est la chromolithographie, qui permettait, avec des supports de pierre, avec 4 passages de couleurs successives, de produire des images. Alors, ça tombe mal, là c'est presque tout en noir et blanc. C'est Félix Potin, qui a été le premier créateur de grands magasins, si on met de côté le bon marché, qui décide, dans ses vignettes des figures du monde, de mettre Ménélique, Makonnen
et Taïtou. La seule qui est en couleur, je l'ai mise là parce qu'il y avait une place, c'est un chocolatier qui s'appelait Guérin-Boutron, c'est pas Félix Potin. Ces images-là, des millions d'exemplaires en ont été diffusés, et les gens les mettaient dans des petits albums. Alors peut-être que ceux de ma génération s'en rappellent, ça existait encore. Donc on mettait ça dans des albums, il y a Ménélique, Taïtou et Maconnel, au fin fond de la campagne, ben, ils étaient là, dans le tiroir du buffet. On peut passer. Liebig, c'est un chimiste allemand qui a, c'est tout un poème, c'est un chimiste qui a inventé le potage Liebig, ça en dit long. Liebig, industriel donc, et non pas grand magasin, a décidé de faire sa propre pub et il a édité 8, ça la forme en fait une carte d'identité d'aujourd'hui à peu près, le format. Il a édité 8 promos sur l'Éthiopie. On y voit Taïtou, on y voit Ménélique devant ses troupes, on y voit des danses guerrières, le chasse au lion, la préparation du repas. Et derrière chaque gravure, il y a un texte explicatif d'une dizaine de lignes. Bon, côté scientifique du texte, si vous pouviez le voir, il laisse un peu à désirer. Hein. Il y a toujours une certaine condescendance quand même. Hein. On est amis du pays, mais bon... Il a du chemin à faire et la France est là évidemment pour l'aider. C'est ce qui ressort un peu des textes. Toujours un peu le côté exotique aussi. Voilà, donc c'est juste une illustration. Là, c'est la chocolaterie d'Aiguebel hein, qui reprend un petit peu les thèmes de danse guerrière, hommage à Ménélique, le port de Massawa, etc. Toujours dans les tiroirs du buffet. Donc tout le monde a des petites vignettes comme ça. Et à travers ça, connaît l'Éthiopie. Le chocolat poulain, lui, je crois qu'il existe encore, hein, tout au moins le chocolat en poudre. Bon, même chose. Hein. Alors, il y a une cinquantaine de chocolatiers, d'importateurs de café, de préparateurs de chicorée, etc., de l'agroalimentaire. Il y a une cinquantaine de marques qui ont fait de la pub pour l'Éthiopie. Donc, je fais cadeau du reste, mais là, ce sont juste quelques illustrations de ces chromos qui n'existent plus aujourd'hui, à part dans les musées, mais qui, quand même, avaient un peu de gueule. Et on va terminé sur comment on dit aujourd'hui, le blockbuster de la pub dans les années 1900, c'est une scène qui représente la poste éthiopienne. Alors vous voyez que la promo est représentée 9 fois, mais chaque fois c'est des marques différentes. Il n'y en a pas 9 qui l'ont utilisé, il y en a près de 50. Donc, cette image-là va encore faire le tour des villes et des campagnes jusque dans les années 1930. Voilà, c'est un peu rapide, mais je vous remercie quand même pour votre attention, parce que replonger dans le passé, voilà. Joyeux Noël éthiopien à toutes et à tous. Et bon 4. Merci.